Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez Décryptage doublé de quelques coups de griffe. Nous sommes dimanche 27 novembre 2016 et je suis toujours en compagnie de Bédiel Baouna. Bédiel Baouna, bonjour. Bonjour, c'est Makosso. Bédiel Baouna, vous nous surprenez. Comment se fait-il qu'aujourd'hui nous sommes en studio? Bien sûr que c'est l'automne, mais enfin, le studio est bien chauffé et que vous ayez cette écharpe rouge au cou. Que se passe-t-il? Êtes-vous devenu communiste, Bédiel Baouna? Vous pensez qu'il fait un peu chaud ici? Ah, vous savez bien que je suis frileux. Oui, on le sait, vous êtes quand même un vieux parisien, mais que vous soyez comme ça en studio avec une écharpe. Mais c'est pas la première fois que vous voyez la couleur rouge. Les micros de Ziana TV, ils sont rouges. Donc c'est pour nous renvoyer peut-être à quelques personnalités. Alors, bien évidemment, si je comprends bien qu'aujourd'hui vous pleuriez en fait le commandant Fidel Castro. Le leader Maximo, Fidel Castro. Pourquoi pas? Il fallait un clin d'œil à cet homme. Était-il un grand homme? Un homme politique, homme d'État? Je ne sais pas. Mais si l'on définit un grand homme comme étant celui qui change le cours de l'histoire, dans le bon sens, pas dans le mauvais sens, hein, parce qu'on peut aussi changer le cours de l'histoire dans le mauvais sens. Comme au Congo, par exemple, M. Sassou, qui a changé le cours de l'histoire au Congo, dans le mauvais sens. Donc je disais, si l'on définit un grand homme par une simple phrase, que c'est celui qui change le cours de l'histoire, ou bien celui qui naît de circonstances exceptionnelles, alors oui, M. Fidel Castro était un grand homme. Quel serait son mérite aujourd'hui pour qu'on voit la planète puisse pleurer sur cet homme en fait? Je crois qu'il est l'un de ceux qui n'a pas eu peur de ses idées, avec Lénine, bien sûr. Donc il est aussi l'héritier. Hein. Les seuls, je crois, qui ont su mener des révolutions et qui ont accédé au pouvoir. Mais le problème avec Fidel Castro, c'est qu'il y a une règle universelle. Ce ne sont pas ceux qui font une révolution qui la gèrent ensuite. Je l'ai déjà dit ici, les Robespierre n'ont pas géré la révolution française. Lénine n'a pas géré la révolution de 1917. Russe. Non, c'est Staline qui l'a gérée. Même en Afrique, le cas des indépendances, les pères des indépendances n'ont pas géré ces indépendances. Youlou, les Chikaya, les Opango n'ont pas géré l'indépendance du Congo. Ce sont les voyous et les bérets rouges qui sont venus par la suite, qui ont ensanglanté le Congo. Tout comme à Kinshasa d'ailleurs. Lumumba, les Tchombe n'ont pas géré les indépendances. C'est Mobutu qui est venu les gérer. Donc, le tort de Fidel Castro, je crois, a posteriori a été de gérer lui-même cette révolution. Du coup, il a appauvri les Cubains qui n'a pas su vraiment saisir la chance qu'il avait d'être un homme charismatique. Il a quand même défié 11 présidents américains. Et un homme qui a brouillé les pistes, mais un homme intelligent, cultivé, qui lisait, qui pratiquait du sport. Mais hélas, il ne lui appartenait pas de gérer sa propre révolution. Et pourtant, il avait un compagnon célèbre, hein, le Che Guevara. Le Che Guevara, mais il est parti. Il est vite parti. Donc, du coup, ça ne l'a pas aidé dans sa tâche. Quoique, le seul mérite, c'est peut-être celui de l'alphabétisation. Vous savez, le combat que je mène, c'est celui de l'alphabétisation, que Cuba a le plus fort taux d'alphabétisation comparé en France, disons proportionnellement à la population, et comparé même aux États-Unis. C'est en fonction de la population, Cuba, oui, de ce côté-là, a un fort taux d'alphabétisation. On parle d'alphabétisation et santé publique. Et santé publique, parce qu'ils ont formé nombre de médecins, il y a plusieurs écoles là-bas. Vous savez bien que même les Congolais envoient leurs médecins à Cuba pour aller se former. Donc, bon, mais est-ce que cela suffit-il à rendre une révolution grandiose, sublime? Je ne le pense pas. Bédiel Baouna, Fidel Castro s'en va avec quand même une détente remarquable et remarquée aujourd'hui avec les États-Unis. Oui, tout à fait, mais cela grâce à Barack Obama, qui a eu un autre rapport à l'autre, qui s'est dit que le temps est venu de balayer, la guerre froide n'existe plus, quoique actuellement, avec la tension qu'il y a eu avec la Russie sur la Syrie, oui, il y a encore un semblant de guerre froide. Mais Obama s'est dit que cet ostracisme-là n'a plus lieu d'être dans la mesure où il n'y a plus de guerre froide. Donc du coup, que Obama restera dans les annales comme celui qui a
qui a fait la permis, paix avec Fidel. Les deux peuples, hein, sont proches, hein, c'est à quelques kilomètres la Floride de Cuba, c'est quelques heures, à quelques encablures. Donc je crois qu'il faut rendre hommage aussi à Obama, et c'est parce que c'est lui qui aura été celui qui a favorisé justement ce rapprochement. Un hommage mérité, on reste aux États-Unis, vous parlez déjà de la Floride et de Miami tout à l'heure. Pourquoi du côté de Miami, les gens sont en liesse en fait? Mais ils sont en liesse parce que c'est Fidel Castro qui les a en quelque sorte chassés, parce qu'ils n'ont pas supporté la révolution, ils n'ont pas apprécié la révolution, parce que Castro a brouillé justement le message initial, originel, qui était celui de la collectivité, qui n'était pas celui de, comment dirais-je, de l'élimination systématique des opposants. Non, ça, le communisme d'ailleurs n'a jamais dit qu'il faille aller détruire les opposants. Non, pas du tout. Hein. Ils ont dit que la dictature en communisme est limitée dans le temps, la dictature du prolétariat. Mais le communisme n'a jamais dit d'aller éliminer les opposants. Donc ils se sont sauvés, ils sont allés à côté, c'est juste non loin. C'est tout à fait normal qu'ils soient en liesse. On va terminer cet épisode du côté de Cuba, Bédel Baouna. Un parallèle avec l'Afrique du Sud. Les gens craignaient l'Afrique du Sud après Mandela. Peut-on craindre aussi le Cuba d'après Fidel Castro? Mais déjà, le rapprochement avec les États-Unis a permis déjà de s'ouvrir, bien sûr, mais aussi on commence à voir quelques conséquences un peu dramatiques, puisque il y a une invasion, pour ainsi dire, comment dirais-je, des entrepreneurs véreux qui rachètent tout et laissant sur le carreau des milliers de salariés. Bon, maintenant Cuba, sans Fidel Castro, comment est-ce que ça va se passer? Mais il s'est retiré de la vie politique petit à petit, oui, depuis un bon moment, laissant la place à son frère. Le Castro est toujours là. On ne peut pas oublier quelqu'un qui a régné aussi longtemps dans un pays sans vraiment faire référence à lui. Pour moi, il aurait eu le mérite de rassembler son peuple. Par rapport à l'Afrique, tiens, on va terminer, par rapport à l'Afrique, on sait quand même que le Congo avait des rapports assez particuliers, notamment tous les pays communistes au niveau de l'Afrique centrale déjà avaient des rapports assez particuliers. En Afrique, il n'y a jamais eu de pays communiste, lequel? Les pays staliniens, les dictateurs. Non, pas du tout. Il ne faut pas confondre. Non. Il ne faut pas confondre communisme et stalinisme. Non. En Afrique, c'est surtout le stalinisme, la dictature, le sang, la répression. C'est ça. Et jusqu'à présent, comme au Congo, c'est en aucun cas du communisme. Non, pas du tout. Le communisme n'a jamais existé, nulle part. Et comme à Cuba d'ailleurs, le communisme n'a jamais existé. Jamais. Ce qu'ils ont mis en application, c'est du stalinisme, c'est-à-dire la répression, c'est-à-dire le pouvoir seul, un pouvoir fort d'un homme seul, un homme au nom duquel est rendue la justice, un homme qui tient les médias et qui élimine les opposants. Ça, c'est du stalinisme, c'est pas du communisme, jamais. Rapport Cuba-Afrique, Bédel Baouna, rapidement. Ouais, il y aura quelques... Quel héritage? Mais quel héritage? Ils se sont inspirés de Fidel Castro d'ailleurs. Ils commanditaient même quelques coups d'État, paraît-il, là-bas, même en Afrique centrale. Moi, je parie même qu'avant que M. Sassou ne fasse son coup d'État de 77 ou 78, je crois que Cuba devrait, ou bien aurait pu même donner un mot, quelques signes, quelques consignes, quelques manières de mener un coup d'État. C'était ça, mais je ne vois pas ce que les Africains peuvent avoir tiré de Fidel Castro, sinon la dictature. Mais avec Fidel Castro, il aura eu quand même le mérite d'être, sinon un grand révolutionnaire dans son pays. Hélas, il a commis la bêtise de gérer lui-même sa révolution. Voilà, il y aura peut-être quelqu'un qui ne commettra pas la même bêtise, Bédel Baouna. Maintenant, nous revenons du côté de Paris, dans le cas des primaires de la droite. Alors, Bédel Baouna, déjà, félicitations, puisque nous avons eu énormément d'appels, puisque vous avez eu ce que certains diraient le flair du turfiste, hein, d'avoir fait sortir le tocard Fillon comme étant le favori des urnes. Ah non, il n'était pas un tocard. Vous savez, on a comparé... Non, pas du tout. Non, pas du tout. On a comparé François Fillon à une valeur refuge. C'est peut-être vrai. Mais il s'est passé quelque chose, parce que lui, comme il a dit lui-même, il a tracé son sillon. Et moi, durant les débats de la primaire, je concentrais mon attention sur François Fillon. Vous l'avez dit la dernière fois. Je me disais, la surprise viendra de lui. Et si vous vous souvenez même, dans l'avant-dernier décryptage, en parlant de la victoire de Trump, j'avais dit
qu'Hillary Clinton s'était comportée déjà en présidente. Et cette mésaventure pourrait bien arriver aux favoris des sondages ici en France. Je l'avais dit, parce qu'en analysant la sociologie française, elle est irrémédiablement à droite. La France est irrémédiablement conservatrice. Donc, il fallait choisir entre Sarkozy et Fillon. Mais comme Sarkozy, tout comme Juppé, ont eu des rapports avec la justice, les Français se sont peut-être, comment dirais-je, réfugiés dans François Fillon. Dans François Fillon. Et tenez-vous bien, François Fillon a réussi l'exploit, cher Sir Makosso, de ringardiser les autres. C'est lui qui est apparu comme l'homme du renouveau. Alors que c'est lui qui est en politique le premier. Le plus ancien. Il a été député en 1981, alors que Juppé n'était même pas encore adjoint au maire de Paris. Il a été député en 81, alors que Sarkozy était encore conseiller municipal, je ne sais pas quoi, ou bien il se débattait encore pour trouver une circonscription. C'est lui le plus ancien qui ringardise en fait en quelque sorte les nouveaux. Comment il les a balayés? Il a balayé même Sarkozy dans son fief, à Neuilly, en zone urbaine, à Paris et dans sa banlieue. Fillon les a tous balayés. Balayé de chez balayé, mais c'était un ouragan. C'était un ouragan, mais c'était prévisible. C'était prévisible. On nous dit que les électeurs de gauche ont contribué. Je ne pense pas. Les électeurs de gauche plutôt avaient intérêt à voir Sarkozy aller pour que Hollande ait quelque chance. Mais, à contrario, la surprise Fillon, pas la surprise vraiment, le fait que Fillon soit arrivé en tête redistribue aussi les cartes à gauche. Alors voilà, il faudra justement un candidat qui se revendique de gauche. Mesdames, rappelez-vous que vous ne pariez pas sur Manuel Valls. Or aujourd'hui, on le voit sur les starting blocks, voulant faire ombrage en fait à son maître aussi, comme l'a fait peut-être l'autre. Je maintiens ma position et mon constat, cher Sir Makosso. Vous mettez Manuel Valls à l'élection présidentielle, c'est la garantie de fait. Mais il va se positionner maintenant pour les primaires. Mais il est pressé. Mais il est pressé. En France, cher Sir Makosso, en France, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être porté par un grand parti. Il faut être presque, en quelque sorte, majoritaire dans le parti. Vous n'avez pas le soutien du parti en France, vous ne gagnez pas l'élection présidentielle. Les Français, dans l'isoloir, se souviennent toujours qu'ils ne peuvent voter que sur l'un des deux candidats jaillit de deux grands partis. En fait, il n'y a que deux grands partis. Donc, dans les faits, il y a pluralité des partis. Donc, mais dans la tête, dans l'esprit, il n'y a que deux partis. Souvenez-vous, on a connu ici en France un troisième homme, Bayrou. Qu'est-il devenu? A-t-il réussi? Jamais. Parce que ça n'existe pas l'idée du troisième homme. Donc, les Valls, qui, je vous le rappelle, ne représentent que 5% au Parti socialiste, ou les Macron, les Emmanuel Macron, qui n'ont pas de parti, ce ne sont que des aventures hasardeuses. Donc finalement, pour vous, pour la gauche, la valeur sûre, c'est Hollande. Mais Hollande sera, je ne suis pas fan de Hollande, mais il sera nécessairement là, mais il s'appuiera, cela va changer la stratégie de sa campagne à venir, sera obligé de convoquer la gauche radicale. D'où l'intérêt pour François Hollande de faire revenir les Martine Aubry, les Arnaud Montebourg, les Benoît Hamon, de la gauche radicale. Sinon, ce sera mission impossible. Vous parlez d'Arnaud Montebourg, or il a appelé sur une chaîne radio française à ce que les électeurs de la droite en fait, puissent voter à la primaire de la gauche pour sortir Hollande. Mais parce qu'il est en campagne. Donc c'est tout à fait normal, mais dans la mesure où c'est une campagne ouverte. Donc n'importe qui peut aller voter. Donc c'est tout à fait normal, il est en campagne. Et il représente quelque chose, Arnaud Montebourg, ce n'est pas n'importe qui. Il peut vous faire plomber une élection, tout comme les Sarkozy. Parce que entre ce que disent les Sarkozy et ce qu'ils vont faire au moment de l'élection présidentielle, il n'y a qu'un pas qu'on ne franchira pas. Il peut bien vouloir dire à la télé que je soutiens François Fillon, mais derrière, c'est se passer des consignes. Chirac l'avait dit, l'avait fait aussi, tout comme Raymond Barre aussi, en 88. Donc, entre ce qu'ils ont dit, parce que Sarkozy, rancunier, a tout intérêt à ne pas voir Fillon à l'Élysée. Il est rancunier, François Fillon. Parce que vous savez, Nicolas Sarkozy. Pardon, vous savez, on peut gagner ou perdre une élection en une phrase, par une phrase. Le fait même que François Fillon, durant la campagne, a posé une question légitime, certes,
mais désobligeante pour Nicolas Sarkozy, voire même Alain Juppé. Est-ce que vous imaginez le général de Gaulle être mis en examen? Cette question a interrogé les Français, a frappé les Français. Donc je crois que là, à contrario, Fillon avait marqué des points. Et les Français se sont dit non, tous ceux qui ont rapport avec la justice, nous ne voulons pas d'eux. Donc voilà pourquoi ils ont été balayés. Si l'écart entre Fillon et Juppé avait été mince, de 5-6 points, je crois que cela eût encore donné quelques lueurs d'espoir à Alain Juppé. Mais je pense que ce sera quasiment une mission impossible pour Alain Juppé. Et pour Arnaud Montebourg, Monsieur Makosso, je vous rappelle qu'il est capable de vous faire battre n'importe qui, parce qu'il représente quelque chose au Parti socialiste. Souvenez-vous, lors de la dernière primaire, il avait fait 17%, quand Manuel Valls, lui, était à 5%. Il est certes Premier ministre, mais le parti, déjà, on lui reproche d'avoir imprimé, comment dirais-je, d'avoir mené une politique de droite, carrément de droite, durant le quinquennat du Parti socialiste. Donc les Français, les socialistes, je vous l'assure, voudront toujours voter pour l'originalité, qui est François Fillon. Voilà, Bédel Baouna, il y a aussi quelqu'un qui devrait sans doute vous démentir, c'est M. André Okombi Salissa. Écoutez, vous suivez déjà avec nous ce que vous disiez sur lui le 16 octobre 2016 lors d'un décryptage. Je vous rappelle que ce monsieur, au moment où on est passé d'une forfaiture électorale au Congo à une déclinaison meurtrière dans le Poul, on n'a pas encore entendu M. André Okombi Salissa. C'est partisan qu'il est en sécurité, Bédel Baouna. Il est en sécurité parce que... Il est en sécurité. Donc cela signifie qu'il se complaît dans cette situation-là. C'est-à-dire, il joue sur les deux tableaux, le tableau du pouvoir et de l'opposition. Mais avec du recul. Il est là, il est caché. Il n'intervient ni ici, ni là. Donc, il laisse faire les autres. Et quand les choses vont se décompter, il réapparaît. Ah, mais écoutez, moi j'étais encerclé, j'étais enfermé. Mais comment fait-il? Voilà quand on nous dit qu'il est encerclé, lui, qu'il ne peut pas sortir de chez lui, ni recevoir le monde. Mais comment fait-il pour vivre? Alors, Bédel Baouna, vous avez dit une chose, écoutons Okombi lui-même qui s'est exprimé il y a quelques jours, en fait, cette semaine. Dans une interview. Dans une interview sur RFI, radio, oui. justifiant en fait son absence. Oui. Je pense que les circonstances l'exigent. Je ne suis pas absent, je suis juste en retrait parce que notre pays a sombré depuis le mois d'octobre 2015 dans l'indicible. La Constitution a été muselée par les armes et une élection présidentielle a donné lieu à un régime brutal qui se moque de son peuple et de la communauté internationale. C'est des faits dont la gravité marque un tournant de l'histoire de notre pays. Mais aussi, M. Niemet, j'avais été embastillé pour la deuxième fois. Je me suis senti menacé dans mon intégrité physique. J'avais pensé me mettre à l'abri pour ma sécurité. Voilà, Bédel Baouna, André Okombi Salissa s'est exprimé. Il n'a pas changé. Pensier, il se cachait, qu'il disait rien. Il n'a pas changé, il n'a pas changé, il est resté le même. C'était un grand farceur, M. Okombi Salissa. Il est intervenu parce qu'il a senti, ou parce qu'il s'est vu obligé d'intervenir, puisque sa famille est menacée par l'État. C'est ça. Ou bien c'est l'une de ses femmes. Ah, il a la chance, lui, d'avoir plusieurs femmes. Comment fait-il pour les entretenir? Bon, les lois congolaises le permettent, Bédel Baouna, si on va rentrer... Paraît-il qu'on a retrouvé des armes chez l'une de ses femmes. Je n'y crois pas, c'est du mensonge, que ce soit d'un côté ou comme d'un autre. Monsieur Okombi Salissa, il ne s'est pas exprimé pendant qu'on a torturé, abattu presque, assassiné M. Kalakala. Jamais. Et je sais que M. Kalakala, et je crois que du parti... C'est la deuxième personnalité. De Okombi... Tout à fait. Salissa. Jamais on n'a pas entendu. Jamais. Jamais on a entendu M. Okombi Salissa. Et là, puisque on va maintenant mettre en examen ou bien interpeller l'une de ces femmes, je mets entre guillemets l'une de ces femmes, elle n'est pas de moi, c'est ce que j'ai lu, entendu, écouté. Et là, il intervient subitement et il réapparaît. Et quelle intervention d'ailleurs, puisqu'il ne dit rien qui ne concerne les Congolais. Il ne pense qu'à lui. Et comme il est issu du système et il demeure du système, il n'a qu'à se débrouiller tout seul. Il s'est mis dans un bourbier, voilà, dans un embouteillage, voilà. Donc c'est à lui de s'en sortir.
Alors, sans sortir Bédiel Baona avec une machine à fabriquer les preuves, comment voulez-vous... Vous avez tout dit. Oui, comment voulez-vous en fait qu'il s'en sorte, puisqu'aujourd'hui, lui qui était avec eux est maintenant recherché par ce wanted, comme on dit chez les Américains. Est-il vraiment recherché? Vous y croyez-vous? Enfin, Bédiel Baona, les preuves sont là, puisque M. Okongakala, votre ami Okongakala, vous venez de dire que c'est une machine à fabriquer des preuves. Enfin, il faut plutôt tenter l'analyse. Quelle est l'analyse que l'on pourrait faire sur cette affaire? C'est que mais votre ami Monsieur André Okombi Salissa étant du PCT, ou bien ne s'exprimons pas sur la forfaiture de M. Sassou, ne la voyons pas directement, peut-être il faut lui chercher Noise. Mais qu'on ne me dise pas qu'on a trouvé des armes chez Okombi, chez l'une de ses femmes. Non. Monsieur Sassou est très malin, est un serpent, il est très intelligent. Sachant que monsieur André Okombi Salissa a plusieurs femmes, c'est sûr qu'il a pointé les espions qui surveillent. Donc, depuis d'avril jusqu'à maintenant, c'est la semaine dernière qu'on a seulement retrouvé les armes chez... Et quelle est cette femme qui accepterait de cacher des armes chez elle? C'est un national, puisque les images... Oh là 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 là. On nous a fabriqué même le cas... On nous a même inventé le mot terroriste ici pour nous intomer. On n'a jamais vu d'acte terroriste ici. Arrêtez-moi ça. Non, je ne crois pas. Il ne faut pas enfumer les gens comme ça. Il faut passer à autre chose. Non, mais franchement, il faut chercher l'analyse. Que se passe-t-il? Monsieur Okombi Salissa étant toujours du PCT, doit avoir un deal avec le pouvoir. Mais comme il ne respecterait pas ce deal, donc le pouvoir lui cherche Noise. C'est tout à fait normal. C'est comme le cas... Modeste Boukadia. J'avais vu Modeste Boukadia à Roissy, le jour où il partait, c'était un 15 janvier. J'ai accompagné au moment aussi une personnalité. Je lui pose la question, mais pourquoi vous allez au Congo? Oh non, non, c'est bon, tout a été réglé. Parce qu'il était dans un deal peut-être. Et comme il n'a pas peut-être respecté ce deal, voilà, on l'embastille. Donc c'est comme M. Okombi. Je crois, je suis certain qu'il n'a pas respecté ce deal. Et quel serait ce deal? Puisqu'on ne peut pas dire, M. Okombi Salissa, qu'il est un opposant au sens fort ou strict du terme. La preuve, Bédiel Baona, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens ont loué l'intransigeant Bédiel Baona. Aujourd'hui, parmi les personnalités politiques congolaises... Les hommes politiques congolais sont là, à Brazzaville, sont surveillés, ils s'expriment, ils ne se cachent pas. Ils s'expriment mollement. Ils se complètent dans la situation de se cacher pour être en sécurité. Les gens qui s'expriment, Bédiel Baona, permettez que je parle aussi. Les gens qui s'expriment en Brazzaville aujourd'hui s'expriment mollement. Quand vous les entendez, ils sont dans des périphrases, nous attendons tête. Or là, quand vous écoutez M. Okombi Salissa, vous sentez que là, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur en disant à M. Sassou qu'il a aujourd'hui un gouvernement qui est illégitime. Mais ça, tout le monde le dit. Mais tout le monde le dit pas. Allez lire même sur la page Facebook de Bouwao ou de Mirassa, de Mounari, de Gimfoussa et autres. Vous lirez ça, ils le disent. Vous le lirez, j'ai bien aimé. Mais quand vous avez certains à Brazzaville qui reconnaissent d'une manière plus ou moins la victoire du Sassou, comme votre cher aîné, M. Tchatima Biala, ou encore votre compatriote, M. Kolela, que vous aimez bien, puisque vous l'avez souvent taxé de chanteur, alors que lui, aujourd'hui, il reste ferme, M. Okombi Salissa. Parce que les Bouwao ne sont pas fermes. Enfin, Bédiel Baona n'a jamais été candidat à la présidence de la République. Quand on parle des candidats aujourd'hui parmi les candidats... Mais ce sont des opposants, non? C'est nos opposants. Oui, mais parlons d'abord ceux qui ont reconnu. De témoignage, de figuration. Bédiel Baona, arrêtez la mauvaise foi. Reconnaissez aujourd'hui que la voix de Okombi Salissa est venue redonner du punch à l'opposition à Bédiel Baona. Le Congo a un problème d'opposants. Le Congo a un problème d'opposition. Qui est opposant réellement au Congo? C'est ça le problème. Monsieur Okombi Salissa, puisque lui aujourd'hui, il s'est mis en sécurité. Oui, mon coco, parce que lui, au moins, mon coco, avait toute l'attitude, toute légitimité de s'aborder la forfaiture de Sassou. Il l'a fait, il est resté intransigeant. Monsieur Sassou était à Luanda. Aussitôt, il quitte le sommet de Luanda pour aller rencontrer Monsieur Mokoko à la DGST ou le DG. Mokoko reste inflexible. Il s'est dit non, je ne te vois pas, ne viens pas. Ah, bon, comme tu ne veux pas me voir, aller en prison. C'est ça. N'est-ce pas de l'intransigeance? Vous venez me parler de M. Okombi. Mais qu'il sorte. De quoi a-t-il peur? Qu'il se fasse arrêter. C'est ça les opposants. Vous voulez me dire que je suis en sécurité. Ah, donc parce que les autres, ceux qui parlent, eux, ils peuvent se faire assassiner. Imaginez si on arrête tous les leaders de l'opposition. On peut leur tirer une balle dans la tête. Arrêtez. Non. Moi, je ne crois pas en cet homme. C'est une forfaiture de plus.
Il ajoute de la forfaiture, de la confusion à la forfaiture de son mentor, M. Sassou. Je ne crois pas en cet homme. Je vous dis que c'est un enfumeur, c'est un grand farceur, ce monsieur. C'est par sa faute, par leur faute à eux, en octobre, durant la marche, disparu. Il ressassait sur les réseaux sociaux, il parlait, criait, à qui voulait l'entendre que oui, je vais mobiliser. Le jour de la marche, disparu des radars. Totalement invisible. Et vous comptez sur cet homme-là? Non, je ne crois pas. Mais pourquoi n'a-t-il jamais démissionné du PCT? Pourquoi le PCT ne l'a-t-il jamais sanctionné? Vous verrez, on ne l'arrêtera pas. Si on l'arrête, il sera au frais au chaud. C'est parce qu'il n'aura pas peut-être... respecter le deal. Mais comprenez aussi que Komi Salissa prenne des dispositions pour se mettre en sécurité, même s'il n'a jamais reçu de convocation de la part de Mais et les autres alors? Mais et les autres? Parce que les autres se sont en sécurité à Brazzaville, à Pointe-Noire. Les Mavungu Mabio, les Bowao, les Mounari, les Kimfusia, les autres. Pour les Makaya en prison, non? Mais de quoi Okomi a-t-il peur? C'est ça, moi, mon problème. Pourquoi se cache-t-il? Il n'a pas se caché, il était candidat. Si son combat est sincère, qu'il sorte. C'est ça la sincérité et la franchise, son rapport aux autres. Il ne le fait pas, il dit que je suis en sécurité. Mais un homme politique n'a pas à avoir peur de sa propre vie, mais plutôt d'avoir peur pour ceux qui lui donnent mandat de parler en leur nom. Alors, Bédel Baouna, il ne le fait pas. Donc, j'ai jamais cru en cet homme, je ne croirai jamais en lui. Enfin, Bédel Baouna, on comprend très bien, c'est votre position. De Brazzaville, nous allons maintenant à Antananarivo, du côté de Madagascar. Vous savez qu'il se tient depuis le 16, donc ça veut hier, en fait, le 16e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Or, il y a des grands absents, parmi lesquels votre très cher président, le général Denis Sassou Nguesso. Général d'armée. Général d'armée Denis Sassou Nguesso, pardon, et aussi des gens que vous connaissez sans doute bien, M. Biya et Kabila, qui ne se présentent pas. Alors, oublions déjà ces deux-là, restons sur Denis Sassou Nguesso, puisqu'il était attendu à Tana, mais finalement, il n'y va pas, Bédel Baouna. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu eu peur d'être humilié? Je ne sais pas. Vous savez, il y a eu un grand moment de télé à Antananarivo. Et j'espère que vous balancerez, cher Sir Makosso, je mettrai un extrait. Le grand moment de télé. On le balance avec Hollande refuse de tendre, Ali Bongo lui tend la main, Hollande passe, il zappe. Il va aller dire bonjour à Macky Sall et puis il continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Hollande a peut-être été trahi. Souvenez-vous. Il s'est dit, il a donné son aval, son accord à Sassou de changer de constitution, ce qui lui permettait de se représenter. Mais quand on écoute, quand on revient sur sa phrase, que le président Sassou a le droit de consulter son peuple, mais il faut continuer cette phrase. Une fois consulté, il faut apaiser, rassembler, ce que M. Sassou n'a pas fait. Il a détruit, il continue de massacrer toute une région, de raser toute une région de la carte, le pôle. Il n'a pas apaisé, il n'a pas rassemblé. Donc Hollande peut-être s'est senti trahi. Donc du coup, il s'est dit que non, si j'y vais, comme il y aura Hollande, il ne me tendra pas la main. Ce que c'est cette précaution peut-être que n'a pas prise M. Ali Bongo, voilà pourquoi il s'est fait humilier à Antananarivo. Donc Sassou, je crois, malin qu'il est, rusé qu'il est, il s'est dit non. Il a fui l'image. Est-ce que quand on a Parce que même à Marrakech, on nous a balancé une photo, Sassou et François Hollande se saluant. Non, c'est une vieille photo, ce n'était pas vraiment la photo de Marrakech. C'est une photo de Kinshasa. C'est une vieille photo. Oui, oui. Donc, mais il y a aussi un autre élément d'analyse, oui. C'est que ce ne sont pas les présidents qui s'invitent. C'est un sommet de la francophonie. Donc c'est Mme Michaëlle Jean qui invite en fait, qui envoie les invitations. Bon, après la bêtise de Mme Michaëlle Jean en envoyant une lettre à M. Sassou, elle s'est sentie aussi... Alors que l'IF s'était opposé. Hein, oui, exactement. Se sont dit, tous ceux qui sont en difficulté dans leur pays, ou tous ceux qui mettent à mal les institutions, ne peuvent pas être les bienvenus. C'est aussi un élément d'analyse qu'on peut... Alors, est-ce qu'on peut revenir aussi parmi les éléments d'analyse, Bédel Baouna, sur la séquence de Dakar, puisqu'on a vu lors du 15e sommet à Dakar... Ah oui, M. Sassou allait... Voilà, puisqu'il avait un candidat, Henri Lopez, qui a brillamment échoué. Et j'ai déjà vu pourquoi se réfugier à la francophonie. On demande à M. Henri Lopez, je lui avais dit, on demande à M. Henri Lopez d'écrire des livres. Et non, à cet âge-là, il a tout connu, Premier ministre, ministre, ambassadeur, de là encore à la francophonie. Voilà, il fallait céder la place. Moi, j'étais contre sa candidature. Bon, mais il avait
précipitamment Oui. quitter... Mais soutenu mordicus par Denis Sassou Nguesso, cette candidature. Oui. C'est lui qui l'a porté quasiment. C'est Sassou qui a soutenu la candidature d'Henri Lopez. Et Sassou avait convaincu même tous les roitelets d'Afrique, les Macky Sall. Au dernier moment, Hollande s'y est opposé. Il a dit non. Donc du coup, Sassou avait quitté précipitamment le sommet de Dakar, de la francophonie. Donc cette absence de Tana peut s'expliquer aussi par des comptes personnels, plus ou moins. Je ne pense pas. Non, je entre Hollande et Sassou. Non, je crois que cette absence s'explique par le fait que certains dirigeants, ceux qui sont en difficulté, même Koukouzouza n'y est pas. Bon, de toute façon, le Burundi a été suspendu de la francophonie. Kabila n'y est pas, Biya non plus n'y est pas. Oui, Biya non plus. Vous savez, Bongo... Biya, c'est pas surprenant. Oui, puisqu'il ne vit plus... Lui, quand il vit en Suisse, lui. Ouais, quand il va en Afrique, c'est pour une visite officielle. C'est pour des visites officielles au Cameroun. Donc, il vit à l'étranger. Voilà, il vit à l'étranger. Bon, pour le cas d'Ali Bongo, il a peut-être manqué de prudence. Mais lui, il n'est pas Ali Bongo. Il a volé la victoire du peuple. Il a volé. En revanche, il s'est calmé. Il ne massacre pas son peuple. Il s'est calmé. Au contraire de Sassou. Donc, de Kabila, puis en septembre, là, on a vu aussi des mais bon, massacres. Kabila, il ne nous reste que 3 semaines à la tête de la RDC, sinon ça va exploser, ça sera la dislocation de la RDC dans quelques jours, parce que Tiens Tshisekedi est déterminé à en découdre avec lui, une bonne fois pour toutes. Mais c'est pas parce que une question géostratégique. Est-ce que le centre de l'Afrique s'est déplacé vers l'ouest? Puisqu'on voit là maintenant, ce sont les présidents ouest-africains qui, eux, sont en train de porter non seulement le continent et le message, en fait, démocratique. Ils ont toujours été un modèle en matière de démocratie. Vous voyez, quand vous voyez le Bénin, c'est appris le leadership. Il y a toujours quelques dissonances, quelques désagréments ici et là, mais l'Afrique de l'Ouest fait l'effort parce qu'ils sont entourés de beaucoup de pays anglophones. Vous savez, il n'y a qu'en Afrique francophone que ça ne marche pas. En Afrique anglophone, la démocratie va de l'avant. On a bien vu au Nigeria, on l'a bien vu au Botswana, au Kenya, au Ghana. Vous voyez? Donc tout ça, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est le Ghana, le Nigeria. Donc ils sont en train, eux sont habitués, ils sont beaucoup plus ouverts à l'autre, ils sont beaucoup plus tolérants, donc ils acceptent facilement l'alternance, au contraire de l'Afrique centrale qui est francophone, même la Guinée équatoriale aussi est francophone, puisque durant le dernier sommet de la francophonie à Dakar, ils avaient un candidat, en l'occurrence Nzé, d'ailleurs que j'avais interviewé. Donc l'Afrique de l'Ouest, oui, ils sont entourés de beaucoup de pays anglophones qui, eux, sont ouverts à l'autre, qui sont tolérants, qui sont, comment dirais-je, qui ne sont pas irréductibles à la violence, à l'alternance. Donc, on voit bien que les Ouest-Africains sont beaucoup mieux imprégnés des valeurs démocratiques qu'en Afrique centrale, parce qu'on a toujours connu des dictateurs, des sanguinaires, des voleurs. Quelle image maintenant, Bédel Barno, pour l'OIF, en fait, qui avait un discours intransigeant sur les alternances démocratiques, finalement s'est dédié. C'est comme les autres institutions. Dès l'instant où vous dédiez, vous disiez une chose aujourd'hui et que 2 ou 3 jours plus tard, vous changez d'avis, vous n'êtes plus crédible. L'OIF n'est plus crédible. D'ailleurs, je me demande même à quoi sert-elle. Bon, moi personnellement, d'ailleurs, si vous me posez la question, je vous dirais que je ne suis pas francophone, moi. Ah non, pas du tout. Je n'ai jamais prétendu être francophone. Moi, j'ai une langue maternelle. Je suis francophile en revanche. Donc, beaucoup de gens, d'ailleurs, contestent ça. À quoi sert la francophonie? Parce qu'elle est budget dit fort. Déjà, il faut cotiser, c'est tout un budget. Déjà, à quoi elle sert? Je ne sais pas. Le Rwanda qui était francophone, il y a longtemps qu'elle a quitté que le Rwanda a quitté le navire. Donc, c'est une défaite aussi, une humiliation pour la francophonie. Elle ne sert quasiment à rien. À rien. Incapable surtout de condamner les massacres qui ont lieu en Afrique centrale en ce moment. C'est une région, l'Afrique centrale, en déliquescence. C'est un champ de ruines. Mais l'OIF est incapable. C'est comme les autres institutions, l'Union européenne, ceci, les autres. Voilà. Donc, il faut ne rien attendre de ces institutions-là. En revanche, pour l'Afrique, pour le peuple d'Afrique, il faut compter sur les peuples. Seuls les peuples pourront prendre leur destin en main, comme cela a été le cas au Burkina Faso.
Il faut compter sur le peuple uniquement. Si vous comptez sur ces institutions, alors donc vous en avez pour 1000 ans. Merci Bédiel Barouna. De rien, cher Silma Kosso. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi Décryptage. Merci à Nogokumunga Kosso pour les images et à vous aussi, toujours aussi nombreux à attendre ce moment. Portez-vous bien, à la prochaine fois. Au revoir.